Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la 20e étape du Tour de France. On va revenir sur le parcours, on regardera également le profil de cette étape. On va le regarder, on regardera les bosses, on regardera le tourisme, gastronomie, mes favoris, la stratégie également pour cette étape. Allez! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette étape, votre grosse cote. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Étape numéro 20. Encore un week-end sans montagne sur ce Tour de France. Ça aurait été un Tour de France quand même conçu de manière... Bon, même après à la fin de ce Tour de France, je dirais, c'est quand même un parcours qui a été mal branlé, on pourrait dire à la fin, parce que se retrouver avec une seule étape de montagne sur les week-ends de course que nous avons eu, toutes les étapes de montagne sont tombées en semaine. Bon, on parle même pas de cette dernière étape dans les Alpes avec son parcours modifié un peu à la dernière minute. Il y a plein de choses comme ça qui n'allaient pas dans ce parcours de Tour de France. Et on a oscillé entre le ça ne marche pas du tout avec le on a quand même trois belles étapes, je trouve, en termes de parcours. Mais c'est vrai que des fois, les Alpes, on restera un peu sur notre fin. Il y a plein de choses, je trouve, qui n'allaient pas dans ce parcours. Il faudra revoir la copie pour 2026 parce que entre les temps de transfert qui ont été hallucinants là encore pour cette étape, ce soir on arrive à Pontarlier, il va falloir rejoindre Paris. Alors même si on arrive tôt à Pontarlier, parce que comme il y a le Tour de France Femmes, l'étape va arriver assez tôt, heureusement même, mais de toute manière on n'aurait pas pu arriver à 18h parce que en termes de temps de trajet pour demain, sinon ça aurait été l'horreur. Mais ça va être difficile pour les coureurs parce qu'il va falloir, et pour les équipes en termes de logistique, il va falloir voir est-ce qu'on fait le trajet en deux temps, c'est-à-dire on s'arrête à la moitié puis ensuite on refait un petit peu de kilométrage le lendemain matin, soit on décide de dormir dans la région de Pontarlier et puis on fait le trajet en fait demain matin. Avant d'arriver sur Paris, mais ça veut dire qu'il faut quand même bien calculer son coût, peut-être être obligé quand même de se réveiller tôt pour les coureurs, mais ça permet d'être massé directement le soir, mais il y a quand même une réflexion à avoir sur la capacité à arriver assez tôt pour pas être embêté sur Paris. C'est toujours compliqué d'arriver sur Paris, même si l'été c'est un petit peu plus facile de circuler en région parisienne, surtout que là il faut traverser Paris, parce que le départ est dans le 78, donc il faut traverser d'est en ouest, ce qui est rarement, passer d'est en ouest, ce qui est rarement simple du côté de la région parisienne, ou soit, c'est de décider de faire le trajet le soir. Mais le problème de faire le trajet le soir, ça veut dire qu'on mange extrêmement tard. Alors, soit il faut prévoir un repas dans le bus en plus de la collation, et c'est surtout pas de massage le soir, parce qu'à l'heure où ils vont arriver, les coureurs, à minuit, on ne fait pas un massage. Alors, je sais bien que c'est le dernier jour de course, mais si vous avez une envie d'aller chercher un grand résultat sur cette dernière étape du côté des Champs-Élysées, ça peut quand même être un véritable problème. Mais on va le dire, ces temps de transfert ont marqué cette édition 2025 du Tour de France également. Bon, sinon, cette 20e étape, elle est surprenante parce que on part de l'Ain, on traverse le Jura, on va dans le Doubs, mais pas forcément de grandes difficultés au programme. On n'a pas de grande montée. On aurait pu s'attendre à avoir des grandes difficultés, pourquoi pas avoir une dernière arrivée au sommet. Non, on a décidé de faire une étape pour baroudeurs, un peu comme l'étape de Carcassonne. On est sur des journées où il y aura quand même du dénivelé positif sur cette étape, mais pas forcément de difficultés assez dures pour faire des différences, je pense, du côté du classement général. Donc ouais, on est sur une étape vraiment pour moi pour baroudeur. Par contre, quel type de baroudeur peut s'imposer sur cette étape? Là, c'est beaucoup plus difficile à analyser parce que c'est très très ouvert vu le parcours. On a un endroit du gros pourcentage, mais sur le reste de l'étape, pas forcément des gros pourcentages, sauf qu'on est souvent en prise sur cette étape. Donc difficile à dire qui peut s'imposer sur cette journée.
pour moi, encore une fois, c'est comme Carcassonne, c'est trop dur pour les sprinters, à part peut-être quelques sprinters punchers. Et puis, c'est trop simple, on va dire, pour les grimpeurs. Donc, je pense qu'il va y avoir une grosse bagarre pour l'échappée, mais qu'on aura une victoire de l'échappée. Et puis peut-être en plus, la bagarre sera un petit peu moins longue, parce qu'il y a des coureurs qui vont quand même peut-être plutôt se privilégier l'étape de demain avec les Champs-Élysées que cette étape numéro 20. Voilà, mais on regardera ça quand même attentivement du côté de cette journée. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, voilà, de cette étape. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de rester un jour de plus dans les Alpes, ce qui aurait peut-être permis d'avoir un transfert presque plus facile pour rejoindre Paris que là, ce transfert-là qui va pas être facile depuis Pontarlier. Est-ce qu'on... Ouais, je sais pas ce qu'on aurait dû faire, mais pour l'instant, je suis pas totalement convaincu par cette étape. Mais peut-être que quand je vais voir la course, voilà, je dirais, ah bah je me suis trompé, voilà, je pense que ça va faire une course animée, ça va être une journée très intéressante. Mais sur le papier, je suis pas réellement convaincu, voilà, par cette journée de course, surtout à cet emplacement-là. Voilà, je me dis peut-être qu'une journée avec un peu plus de boss, un peu plus de montée, aurait peut-être pu être intéressant dans la région. Bon, après, ça a été un choix des organisateurs de proposer ce type d'étape un samedi. Dénivelé positif de cette journée, 2892 mètres selon Pro Cycling Stats. C'est la 8e étape dans ce classement, 9 points du côté du classement de la montagne, 50 points du côté du maillot vert, 20 points au sprint intermédiaire, 30 points à l'arrivée. Voilà, normalement du côté du maillot vert c'est fait, du côté du maillot à pois, ça va être compliqué quand même si Pogacar a pris pas mal de points sur l'étape numéro 19. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Donc un parcours de moyenne montagne. On part de l'Ain, du côté de Nantua, mais c'est au bord de l'Ain, véritablement, pour aller traverser le Jura. Et puis finir dans le Doubs, du côté de Pontarlier, pour cette journée. 185 km au programme, avec deux côtes de deuxième catégorie. Pardon, une côte de deuxième catégorie, deux de quatrième catégorie, une de troisième catégorie, puis un sprint intermédiaire assez haut quand même en altitude du côté de cette journée. De toute manière, on descendra assez rarement en dessous des 500 mètres d'altitude. On sera entre 500 et 1000 en gros pendant une grande partie de cette journée. Départ de Nantua, une première bosse assez vite au bout de 12 km avant le col de la Croix de la Serra. On aura déjà une petite bosse de 1,3 km à 5,1 de moyenne. Bon, le col de la Croix de la Serra, c'est long, ça dure 12 km, mais c'est 4% de moyenne, donc c'est extrêmement roulant. Bon, ça devrait peut-être permettre à l'échappée de sortir, et encore, mais dans le peloton, c'est pas avec ces pourcentages-là qu'on va décrocher Tadej Pogacar, très clairement. Ensuite, on redescend vers Saint-Claude, au kilomètre 38,5 pour aller du côté de la côte de Valfin. 5 km 6 à 4,3 de moyenne. Alors cette côte-là, donc vous voyez, côte de quatrième catégorie, elle se poursuit ensuite avec une deuxième rampe qui n'est celle-là pas au classement de la montagne de manière assez surprenante. Des fois il y a des surprises comme ça du côté de ASO, on ne comprend pas toujours pourquoi certaines côtes sont au classement de la montagne et pas d'autres. Pour arriver au sommet, voilà, au kilomètre 54,5, vous voyez, encore 4 km 4 à 4,2 de moyenne. Et puis ensuite on redescend légèrement. Le sprint intermédiaire au kilomètre 72,5, c'est-à-dire encore plus de 100 km de l'arrivée. Puis ensuite, on a une portion un petit peu de transition avec la côte de Thésy en passant par Champagnole vers en montagne. Et puis ensuite, donc, on arrive au pied de la côte de Thésy, 3 km 5 à 9% de moyenne. C'est la côte dure de la journée. On va la regarder tout de suite en détail, vous voyez. Alors c'est court, mais on a quand même un passage à 10,8% pendant 700 mètres. Et bon, vous voyez, c'est 2 km 8, les deux premiers kilomètres 800. Eh bien, on est à 9,5 de moyenne, quoi, en gros. Donc c'est assez compliqué sur la fin. C'est un petit peu plus simple sur les 700 derniers mètres. C'est peut-être là
où l'échappée peut se recomposer. On sera encore loin quand même à la côte de Thésy, on sera encore à plus de 60 bornes de l'arrivée, mais après derrière, il n'y a pas de descente après cette côte de Thésy pour arriver jusqu'à Pontarlier, assez peu de descente. On aura encore une dernière côte, la côte de Longeville, 2 km 600 à 6% de moyenne, à 25 km de l'arrivée, mais un peu plus simple. Puis après, on aura encore des routes en prise, des bosses, notamment ici à 175 km de l'arrivée, au kilomètre 175, c'est-à-dire à 10 km de l'arrivée, cette bosse-là de 4,1 km à 3,5 de moyenne. Et puis l'arrivée à Pontarlier en léger faux plat montant, voilà, du côté de Pontarlier dans les derniers kilomètres de la course. On regarde un petit peu les passages techniques. Le final est simple. Voilà, il y aura un rond-point à prendre ici à 4 km 400 de l'arrivée, un autre rond-point à 3 km 800 de l'arrivée, et puis un dernier rond-point, on peut passer des deux côtés. Lui, il sera à 1 km 300 à peu près de l'arrivée. La ligne droite finale, la ligne d'arrivée, n'est visible qu'à 150 mètres. Pourquoi? Vous avez cette petite cassure qui a gêné un petit peu la visibilité, mais sinon, voilà, on est même sur une rocade, hein, pour vous dire qu'on arrive vraiment sur une grosse route, enfin, sur au moins une route assez intéressante, parce que c'est vrai qu'on n'est qu'à 6,50 m, pourtant c'est une rocade, donc peut-être qu'on a fermé un côté de la route, ce qui n'est pas annoncé, hein, comme vous le voyez, mais c'est peut-être la raison qui fait qu'on n'a que 6,50 m de largeur, voilà, du côté de cette étape. Et vous voyez qu'entre 2 km et 1 km, c'est en faux plat montant léger sur cette portion-là. Et du côté de la carte, eh bien, on monte quasiment plein nord du côté de cette journée. Dans un premier temps, on part de Nantua, voilà, pour remonter vers la côte de Thésy. Et puis, ensuite, on ira vers l'est pour rejoindre Pontarlier, qui sera le lieu d'arrivée de cette 20e étape. Le tourisme dans la région du côté de cette étape. Alors on va commencer, hop, pas par cette église, on commence par Nantua. Nantua est connu pour son lac que vous pouvez voir ici, le lac de Nantua. C'est un lac qui est très intéressant, le lac de Nantua. On va en croiser pas mal, hein, même sur cette étape de lac. Il est un site naturel protégé depuis 1935. Il s'étend sur une superficie de 141 hectares. Il est situé à environ 475 mètres d'altitude. Voilà. Et vous avez un site remarquable parce que vous avez énormément d'oiseaux voilà, qui sont présents. Et faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les résistants se sont débarrassés des conteneurs largués par les Alliés. Ce qui fait que dans le lac de Nantua, vous pouvez voir des conteneurs de l'époque, malheureusement entre moins 15 et moins 25 mètres à peu près de profondeur. On poursuit du côté de cette étape, après ce lac de Nantua, à Nantua encore, eh bien vous avez le musée de un musée de la Seconde Guerre mondiale également, musée de la résistance et de la déportation. Alors au départ il a été créé en 1983 dans l'ancienne prison ouverte depuis 1985. On retrouve plus de 15 000 objets lié à la Seconde Guerre mondiale, dont on a beaucoup parlé depuis le début de ce Tour de France, hein, notamment du côté de Caen, mais également dans cette région-là. Et c'est l'un des fonds les plus riches de France sur la Seconde Guerre mondiale. Et puis, je termine avec l'église Saint-Michel de Nantua, que vous voyez ici, cette église, eh bien, qui est un style rondement clunisien. Elle est le dernier vestige de l'église abbatiale de l'abbaye bénédictine Saint-Pierre de Nantua, construite vers 671. Elle a été ornée du premier gothique régional à la fin du XIIe siècle. Alors, en 1791, l'église priorale va devenir une église paroissiale qui va être sous le vocable de Saint-Michel.
En 1793, l'église est pillée, tandis que le clocher et la tour sont détruits comme pour l'ensemble des édifices religieux de la région. Classé monument historique depuis 1907. Alors on poursuit dans les lieux à visiter dans le coin. Là ici c'est l'église, c'est la cathédrale pardon, Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André qui se trouvent du côté de Saint-Claude. Elle est au pied du Mont Bayard et la cathédrale est loin d'être écrasée par la montagne. Style gothique, alors là la photo est magnifique parce qu'ils l'ont pris avec un échafaudage. Voilà. C'est une église qui a été fortifiée, comme on l'avait vu également autour de Clermont-Ferrand, je crois que c'était du côté de Charade, entre le 14e et le 16e siècle. Et puis, donc les murs extérieurs font plus de 3 mètres d'épaisseur. Voilà, et l'ensemble est sévère et massif. C'est l'une des particularités de cette cathédrale. Et puis, également, alors, vous allez voir sur cette étape, on a les lacs et les musées un petit peu improbables. Et du côté des musées improbables, eh bien, dans la région, alors pas tout de suite, voilà, c'est ici, le musée de la pipe. Le musée de la pipe et des diamants. Voilà. Du côté de Saint-Claude au 19e siècle, parce que Saint-Claude, c'est le centre mondial de l'industrie de la pipe. C'est un site qui est extrêmement réputé, également pour la taille de diamants et de pierres précieuses. Vous avez la confrérie des maîtres pipiers, voilà, et l'association des diamantaires du Haut-Jura de Saint-Claude. Voilà. Donc on y retrouve dans ce musée des collections de pipes d'hier et d'aujourd'hui. Là vous voyez notamment une pipe, je pense à l'effigie du général de Gaulle. Vous avez des diamants, des pierres précieuses également qui sont présentes, ainsi que des documents, des vidéos pour expliquer la pipe, mais expliquer également les diamants. Et vous avez une série de pipes uniques à l'effigie, voilà, des présidents de la République française que l'on voit ici. Et il y a des pipes extraordinaires également, la plus longue pipe, la pipe du maïs des Amérindiens. Voilà, donc que vous avez à l'intérieur. Vous avez la plus longue pipe du monde. Ça, c'est quand même pas anodin, voilà, de parler autant de fois du mot pipe. Voilà, du côté de cette commune. Alors, on l'a entreaperçu dans la commune, pas très loin à côté, il y a une quinzaine de kilomètres entre ces deux villes. Eh bien, du côté de Haut-de-Bienne, vous avez le musée des lunettes. Le musée de la lunette qui date de 2003. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu l'endroit majeur en France où on fabrique des montures. Peut-être que mes montures viennent de cette commune de Haut-de-Bienne. Donc ce musée qui a été ouvert en 2003, c'est depuis le 19e siècle la capitale de la lunetterie française. Et comme il y a en fait un cours d'eau, et bien la Bienne, ce qui a permis le travail du fer. Alors là, le musée de la lunette est plutôt situé à Moret, donc c'est à côté de Haut-de-Bienne. Et ce qui va permettre de fabriquer des lunettes. Alors, 450 lunettes modernes et anciennes sont ici présentées parmi les 2500 objets que contiennent la collection. Alors, vous avez des lunettes choisies pour leur histoire, notamment Marie de Médicis, vous avez Sarah Bernard, ou encore des lunettes faites par notamment Philippe Starck. Voilà, ou des techniques de fabrication un petit peu atypiques pour ces lunettes. Donc, le musée de la lunette du côté de Haut-de-Bienne, mais voilà, plutôt sur la commune de Moret. On passe aux différents lacs sur cette étape, et on en a quelques-uns. On commence, on avait déjà le lac de Nantua, mais on termine avec des lacs. On termine avec notamment le lac de l'Abbaye, lac glaciaire du Jura. Il est situé à environ 900 mètres d'altitude. Il est à la limite du Haut-Jura, 96 hectares. Et vous avez, le lac est entouré de pâtures où vous avez des vaches qui vont servir à fabriquer du fromage dont on parlera dans quelques instants. Parmi les autres lacs, vous avez le lac d'Ilay, un peu plus petit, 72 hectares, ce lac d'Ilay. Il est appelé aussi le lac de la Motte à cause de l'île rocheuse de la Motte à 200 mètres de la rive nord.
Voilà. Il a été construit, on a construit un prieuré bénédictin juste à côté, qui daterait de l'époque de Charlemagne. Et puis on a le lac du Narlet, donc tout ça est tout à côté, le lac du Narlet que vous voyez ici, qui lui est situé à 748 mètres d'altitude, un peu plus encore petit, 41 hectares, mais très profond, hein, 40 mètres de profondeur. C'est la profondeur la plus importante même de tous les lacs jurassiens. Vous avez également des cascades, alors là je ne vous ai pas montré, mais vous avez à côté, par exemple, du côté de la commune du Vaudiou, la cascade de la Billaude, par exemple. Mais voilà, forcément, les paysages et les balades sont très nombreuses dans le Jura et dans le Doubs. On pouvait faire beaucoup de balades, voilà, même en forêt. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir du côté des paysages dans la région. On poursuit du côté de nos pérégrinations avec la ville d'Arrivée désormais. Alors nous sommes du côté de la ville d'Arrivée à Pontarlier. À Pontarlier, eh bien, vous pouvez parcourir la route de l'absinthe. Alors on reparlera un petit peu plus tard de cette boisson alcoolisée qui est l'absinthe. Mais voilà, vous avez cet itinéraire qui passe également du côté de la Suisse et qui relie l'ensemble des sites agricoles, industriels, culturels liés à l'absinthe. Parcours qu'on nous indique sur le site du Tour de France, dont je prends encore une fois les informations, et vous pouvez retrouver encore une fois des informations complémentaires sur le site. Parcours original et ludique, voilà, qui nous transporte au pays de l'absinthe. Deuxième lieu à voir du côté de Pontarlier, eh bien c'est la porte Saint-Pierre. Cette porte Saint-Pierre, vous la voyez ici. C'est une porte qui était défensive à l'origine, qui délimitait autrefois l'entrée de Pontarlier. C'était l'un des éléments de fortification. Et puis, à la suite de l'incendie de 1736 qui va ravager la ville et ses fortifications, eh bien, on va avoir l'idée de créer une porte décorative qui va être construite entre 1771 et 1773, d'après les plans de l'ingénieur du roi Jean-Claude et Léonore. Le Michaud d'Arçon, voilà, j'avais pas le nom complet, qui a pour modèle la porte Saint-Martin de Paris. Elle va commémorer la reconstruction de la ville. Et puis, entre 1895 et 1898, la partie supérieure est restaurée. Et on va ajouter une horloge, une cloche et un campanile. Voilà. Et la cloche sonne tous les quarts d'heure. Du côté de... Ça doit être sympa pour le voisinage. Du côté de Pontarlier. Voilà. Alors, vous avez les deux premières valeurs de la devise républicaine. Vous n'avez pas la fraternité. Liberté, égalité, mais il n'y a pas la fraternité. Voilà, du côté de cette porte Saint-Pierre. Et puis, on termine avec l'église Saint-Bénigne. Église de Pontarlier que vous voyez ici à l'image, qui date du XVIIe siècle, roman et gothique franc-comtois. Elle est complètement reconstruite à l'identique à l'emplacement d'une première église romane du XIe siècle. Sa construction date du 1651 à 1666, mais il ne restait plus rien à cause du passage des troupes du duc Bernard de Saxe-Weimar. Voilà, la guerre de 10 ans qui avait complètement détruit la première église. Donc on a refait l'église de la même manière, sauf qu'elle va être endommagée par deux incendies en 1680 et celui de Pontarlier dont on a parlé en 1736. Le clocher va être reconstruit en 1681 et le dôme à l'Impérial en 1753. Alors en 1970, l'église va faire l'objet d'une importante restauration et de nouveaux vitraux sont réalisés en 1974 par Alfred Manessier et les ateliers lorrains de Chartres. Et c'est un monument historique depuis 1970. Alors désormais, nous allons passer à la gastronomie. Et du côté de la gastronomie de la région, vous avez la sauce Nantua qui accompagne souvent les quenelles
du côté de l'Ain, voilà, typiquement de l'Ain, les quenelles de la région lyonnaise, même on pourrait dire aussi. Elle est faite à partir de béchamel et de beurre d'écrevisse, c'est ce qui donne un petit peu cette couleur orange. Alors elle peut accompagner également les poissons blancs, les œufs pochés ou encore le riz. Donc son nom vient de la ville de Nantua. Et elle se prépare traditionnellement avec des écrevisses qu'on appelle des astacus, qui étaient dans les cours d'eau et les lacs du Bugey et qui se nourrissaient des restes de viande accrochés aux peaux que les tanneurs laissaient tremper. Voilà, de l'écrevisse peu sympathique. Et les quenelles sauce Nantua font partie intégrante de la gastronomie des bouchons lyonnais. Hein, les bouchons lyonnais, tous ces restaurants que vous pouvez retrouver à l'intérieur de Lyon, bien entendu, et donc la quenelle de brochet, donc sauce Nantua, qui est un petit peu une spécialité des bouchons lyonnais, avec, je crois qu'il y a aussi le pâté croûte, hein, qui est aussi une spécialité dans les bouchons lyonnais. Enfin, voilà, il y a pas mal de spécialités dans les bouchons lyonnais. Le comté, bah oui, on est sur une terre de fromage, voilà. Et forcément, le comté, là également, très présent dans la région. Donc, qui est une AOP depuis 1996. Alors, la fabrication du comté, c'est du côté du Jura, du Doubs, mais également dans l'Ain. On fabrique aussi du comté dans l'Ain. Et vous avez également une commune en Haute-Savoie et quelques communes en Saône-et-Loire qui ont le droit de fabriquer du comté. Alors c'est un fromage de lait cru de vache à pâte pressée cuite, pardon, et ce sont d'énormes meules très dures à couper, entre 32 et 45 kg. C'est vrai que c'est des meules il faut couper, surtout quand c'est du comté qui a été affiné. Du comté 18 mois, par exemple. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui le comté dans les supermarchés, vous en avez même à profusion, entre du comté très peu affiné, à peine 2 mois, jusqu'à 18-24 mois. Plus il est affiné, plus la meule est difficile à couper, parce que plus le fromage commence à devenir friable. 60 000 tonnes de fromage, ce qui en fait l'une des premières AOC fromagères françaises en volume fabriqué. Alors, pendant très longtemps, c'est vrai que le comté, au Moyen-Âge notamment, mais même après, pour faire une meule, comme la meule est extrêmement grande, il fallait avoir du lait de plusieurs éleveurs. Un seul éleveur, à l'époque, surtout qu'on avait des petits troupeaux, ne pouvait pas fabriquer suffisamment de lait, produire suffisamment de lait pour produire la meule. Et ce qui fait qu'on a toujours ce système coopératif aujourd'hui qui permet de fabriquer ce comté. Alors sa meilleure période de consommation, c'est d'août à mars, donc il faut encore attendre un petit peu voilà, pour remanger du comté. Voilà, du côté de ce fromage, qui est l'un des fromages les plus connus, hein, il faut bien le dire, le comté c'est extrêmement connu. On poursuit avec le Mont d'Or. Alors c'est fou, les photos du Mont d'Or. Donc le fromage que je vous avais dit, qui ne venait pas du Mont d'Or, j'avais vérifié, parce que voilà, ça vient donc de cette région, le Mont d'Or, donc qui est un fromage qui est situé dans le massif du Jura. Alors il faut savoir qu'il y a deux Monts d'Or. Il y a le Mont d'Or français qui est fabriqué dans le Haut-Doubs, et puis vous avez le Mont d'Or ou le Vacherin suisse. C'est également techniquement du Mont d'Or qui est lui fabriqué en Suisse. Alors c'est une AOP européenne depuis 1996 pour le fromage français, un peu plus tard pour le fromage suisse, et il daterait aux alentours de 1280, où on mentionne un fromage entouré d'une sangle provenant de Savoie. Et puis on va fonder la Société des laiteries des Charbonnières en 1865, qui va permettre à ce fromage d'étendre son succès commercial. Voilà. Alors aujourd'hui, vous pouvez le fabriquer dans 95 communes, seulement dans le département du Doubs. Il faut être au moins à 700 mètres d'altitude. Du côté du Vacherin suisse, eh bien c'est du côté du canton de Vaud. Voilà qu'on a le droit de le faire.
L'affinage en France, il peut se limiter à 12 jours, mais l'affinage total doit durer au minimum 21 jours. En Suisse, c'est entre 17 et 25 jours. Voilà. Et le cerclage, parce que c'est vrai que la particularité du Mont d'Or, c'est qu'il y a un cerclage. Elle doit faire 33 mm de largeur, donc ce qui est la même largeur que la cuillère, et dont la longueur varie en fonction de la taille et du poids du fromage. Hein. Donc pour les boîtes de 2 personnes, c'est 42 cm. Ça peut aller jusqu'à 1 mètre pour les fromages de 2 kg qui vont être vendus à la coupe. Voilà. Et il faut savoir que c'est un fromage qui a connu la crise en 87 à cause de la listériose qui va provoquer 34 décès. Voilà. Ce qui fait que en Suisse, donc on va faire des contrôles plus importants du côté de ce vacherin Mont d'Or ou le vacherin. Mais voilà, il faut savoir que le Mont d'Or, voilà, qualifie en viralité de fromage. On est aussi dans la région du Morbier. Alors le Morbier, là aussi, c'est un fromage assez connu avec cette moisissure au centre du fromage, comme on peut le voir ici, caractéristique du Morbier, appellation d'origine pour ce fromage au lait cru de vache à pâte pressée non cuite, désormais fabriqué, enfin pour ce fromage donc fabriqué dans le massif du Jura. Donc il tire son nom du bourg jurassien de Morbier, et vous avez une fine couche de cendre en son centre. Voilà, l'appellation Morbier est protégée grâce à une AOP depuis 2002. Alors il faut le manger en hiver, hein, entre janvier et mars. Là on n'est plus véritablement dans la meilleure période du Morbier. Voilà, donc pour ce fromage qui est très important parce qu'on en fabrique quand même 10 530 tonnes en 2017. Hein, donc c'est quand même pas anodin. On passe désormais au dessert après cette partie fromage. Et du côté des desserts, hop là, avant de passer sur l'absinthe, vous avez le gâteau de ménage. Voilà, parmi les desserts de la région, un gâteau très intéressant, ce gâteau de ménage qui est une spécialité franc-comtoise. C'est un gâteau à pâte levée. Il est originaire de la partie nord du massif du Jura. Le gâteau de ménage avait pour base une pâte proche de la baguette viennoise et une garniture composée uniquement de crème fraîche légèrement salée. En fait, on utilisait les restes de pâte à pain du pétrin qu'on va retravailler avec un peu de lait, et on fonçait une pâte donc dans un moule, et on rajoutait dessus de la crème salée avant de l'enfourner dans le four à pain pour le cuire. Donc le gâteau de ménage actuel correspond à une variante plus riche que celle qui était servie à l'occasion de l'épiphanie à l'époque, et la recette actuelle daterait de 1919. Voilà. Alors maintenant, on utilise une pâte briochée pour faire la base, on va dire, de ce gâteau. Et puis après, la crème, on va faire un mélange crème fraîche, jaune d'œuf, sucre, parfois avec un petit peu de fleurs d'oranger. On peut rajouter également parfois des petits morceaux de fruits confits également, ou des pépites de chocolat. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un gâteau du dimanche. Voilà, on va chez la belle-mère, on ramène ce gâteau de ménage. Et puis on termine avec de l'alcool. Alors là, à consommer avec beaucoup de modération, c'est l'absinthe. Alors il faut savoir que l'absinthe a été interdit en France pendant très longtemps. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, l'absinthe était interdite en France jusqu'en 2001, entre 1915 et 2001, parce qu'on considérait que l'abus d'absinthe, ça pouvait provoquer des intoxications. Voilà, ça pouvait rendre complètement fou, tout simplement, l'absinthe. Cette interdiction en Suisse, elle date de 1905, enfin après 1905, puisqu'en fait un ouvrier viticole de l'époque avait tué femme et enfants après s'être saoulé à l'absinthe. Donc on a considéré que c'était quelque chose d'extrêmement dangereuse. Voilà, et c'est peut-être la première fois où les ligues anti-alcooliques ont décidé de se mobiliser
contre un alcool et il a fallu beaucoup de temps pour que ça soit remis au goût du jour. Voilà. Il a fallu attendre 1999 pour qu'on refasse de l'absinthe, voilà, et donc 2001 pour qu'on puisse donc désormais de nouveau l'autoriser. Donc l'absinthe aujourd'hui, elle est entre 45 et 90 degrés, ce qui est énorme, 90 degrés comme alcool, voilà. Et donc l'absinthe de base c'est une plante, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, qui permet de faire cette absinthe, voilà. Aujourd'hui, on en consomme, on ne connaît pas la production, pardon, du côté de l'absinthe. Il faut savoir que maintenant on en produit au Canada et également donc on en produit de nouveau en Suisse du côté de cet alcool qui voilà, est utilisé par distillation, même par macération. Voilà, du côté de cette spécialité. Voilà. Et on peut maintenant faire, on a des chocolats, parfois à l'absinthe, des petites boissons également, des bières aromatisées aussi. Mais faites attention, c'est vraiment un alcool extrêmement... Enfin, le taux d'alcool de cette boisson est énorme, vraiment. Donc faites vraiment attention, hein. Là, l'absinthe, prenez pas le volant après. Et ça a consommé avec beaucoup de modération. On passe à la partie histoire du Tour de France et on va revenir sur le Tour de France 2017 avec l'étape numéro 9. Alors à l'époque, on partait de Nantua, mais on n'allait pas du tout vers le nord, on allait plutôt vers les Alpes avec une étape qui se situait du côté de l'arrivée à Chambéry. Au programme, on avait le Mont du Chat avec sa descente technique, le Grand Colombier, et pour démarrer, il y avait le col de la Biche. Le temps est pluvieux au départ de cette étape et les baroudeurs sont de sortie sur cette journée avec un groupe d'une quarantaine de coureurs en tête de la course. On retrouve des leaders qui ont perdu du temps comme Thibaut Pinot ou encore Warren Barguil, mais aussi des attaquants habituels comme Bokemolema, Pierre Roland qui à l'époque était déjà baroudeur, Dani Navarro, l'ancien coéquipier de Contador, Bakelands de Rent notamment. Et malgré un nombre important de coureurs, l'échappée prend de l'avance car on retrouve notamment 4 coureurs de la Sunweb autour de Warren Barguil. Le tempo, lui, est rapide, ce qui n'arrange pas les sprinteurs avec Arnaud Desmar qui va être lâché extrêmement rapidement. Au pied du col de la Biche, le retard du peloton est de 3 minutes 30, puis 6 minutes 30 dans la suite de cette étape. Et dans la descente de ce col, une équipe décide de prendre en main le rythme du peloton. C'est la AG2R de Romain Bardet. S'il veut battre Froome, il va devoir gagner du temps en montagne. C'est une obligation, le contre-la-montre n'étant pas la spécialité du coureur français, surtout à l'époque. À l'avant, il a également des équipiers à ce moment-là. Il en a 3, Bakeland, Daumont, Villarbeuz, qui vont accélérer le rythme de l'échappée. Mais on va avoir une grosse chute dans cette descente avec Maïka, mais surtout l'abandon de Guérin Thomas qui va se faire une fracture de la clavicule. On attaque désormais le Grand Colombier. Barguil décide d'accélérer avec Tige Benoît. Le duo est en forme et derrière on continue de bien travailler. Alors le Français passe encore en tête de cette difficulté, mais ensuite la descente est extrêmement longue et on a une phase de transition avant le Mont du Chat. Dans la vallée, on a un regroupement, on retrouve à l'avant Warren Barguil, Tige Benoît, Alexis Vuillermoz, Bokemolema, Primoz Roglic, Pantano également, Matthews, Betancourt, Bakelands, Galopin, Geschke ou encore Navarro. Juste après le sprint intermédiaire remporté par Matthews, le groupe va se désorganiser. Galopin et Bakelands en profitent et au pied du chat, ce duo a 30 secondes d'avance sur leurs anciens compagnons d'échappée et le peloton est à 3 minutes. Rien n'est joué pour la victoire. Barguil décide d'attaquer rapidement et il dépose le duo de tête. Il passe de nouveau devant dans cette difficulté, ce qui lui permet de devenir le maillot à pois de ce Tour de France. Derrière, dans le peloton, Fabio Aru accélère et au même moment,
Froome a un problème technique, tout le monde se regroupe, mais le rythme intense de cette étape fait des dégâts. Mentis, Contador ou encore Quintana sont lâchés. 7 coureurs accompagnent le maillot jaune au sommet avec Aru, Uran, Dan Martin, Romain Bardet, Fuglsang et Porte. Alors la descente du Mont du Chat est extrêmement technique, surtout sous la pluie, et on va avoir une grosse chute avec Dan Martin et Richie Porte. Alors Dan Martin va se faire une fracture des vertèbres, mais il ne va pas le voir tout de suite, il va finir le Tour de France avec cette fracture des vertèbres. Je réussis à articuler 2 phrases d'affilée. Et Richie Porte, lui, va être touché au bassin et à la clavicule. C'est donc une mauvaise journée pour la Sky qui perd 2 lieutenants en une seule étape. Bardet, quant à lui, fait la descente, il reprend Warren Barguil. Le groupe maillot jaune rejoint les 2 hommes à 5 km de l'arrivée. On a donc un sprint, et à ce jeu-là, c'est Rigoberto Urán qui est le plus fort devant Warren Barguil, qui prend quand même 2e place en ayant passé toute la journée devant. Et avec les différents abandons, eh bien, Aru passe 2e, et Romain Bardet se retrouve sur le podium provisoire de ce Tour de France. Le cycliste du jour, c'est Roger Pingeon. Roger Pingeon qui a remporté un Tour de France. C'est pas forcément le coureur le plus connu, je dirais, aujourd'hui, Roger Pingeon, mais il a gagné le Tour de France en 1967, également vainqueur du Tour d'Espagne en 1969. Alors, il a eu 4 victoires sur le Tour de France, 2 victoires sur le Tour d'Espagne, Roger Pingeon, vainqueur en 67, alors que dans son équipe, il avait Tom Simpson, qui va mourir lors de ce même Tour de France également. Et il ne remportera qu'une seule demi-étape en 67 pour remporter la course, alors qu'en 68, il remporte 2 étapes, et pourtant, il ne remporte pas la victoire. Voilà, il a fini 2e du Tour de France en 1969 et 11e en 74 lors de sa dernière année chez les professionnels. Sur le Tour d'Italie, il a participé 2 fois au Tour d'Italie, mais à chaque fois un abandon en 67 et en 1968. Alors, Roger Pingeon, il est aussi connu pour avoir commenté le Tour de France pour TF1, mais également pour la télévision suisse romande dans les années 80-90. Et puis, bien, ça fait partie des coureurs qui ont avoué avoir pris des amphétamines. Il a même été contrôlé positif, notamment lors des 4 jours de Dunkerque. Il va même être contrôlé 2 fois, parce qu'il va être contrôlé positif lors des 4 jours de Dunkerque en 1970. Alors, il va prendre une suspension ferme, également du sursis. Et puis, il va être de nouveau contrôlé positif en 71 lors de sa période de sursis, ce qui va impliquer une suspension immédiate qui lui privera du Tour de France 71, qui va ensuite créer un débat. Ça va même aller jusqu'à François Mitterrand, qui à l'époque était député de la Nièvre. Mais voilà, et le Conseil d'État va faire annuler cette suspension, mais seulement sur le territoire français. C'est-à-dire qu'il ne peut toujours pas courir en Belgique, mais il pourra courir en France. Voilà, donc c'est la première affaire un peu de dopage devant la justice du côté de Roger Pingeon. Voilà. Si je regarde sur Pro Cycling Stats, donc 14 victoires dans sa carrière. Donc il est passé par l'équipe Peugeot BP. Et puis ensuite, ces 2 dernières années se sont faites dans des structures un petit peu plus modestes. Voilà. Ce qui fait que son année 71, 71 et 72 est marquée par assez peu de jours de course au final, du fait de ses problèmes, comme en 73 aussi, où il a eu pas mal de soucis physiques, mais il termine sur une bonne note avec son Tour de France 74. On passe à la météo. Le temps va être pluvieux pendant toute la journée, on sera entre 18 et 22 degrés. Un vent de nord, alors en début de journée, il sera de face véritablement jusqu'à la côte de Taisy. Puis à partir de Taisy, on va avoir un vent nord-nord-ouest, donc qui sera beaucoup plus de dos pour les coureurs jusqu'à Pontarlier. Du côté de la stratégie, pour moi l'échappée va au bout.
Pour moi, c'est une victoire de l'échappée. Par contre, comment réussir à s'imposer sur cette étape? Beaucoup plus difficile à savoir parce que le parcours est assez ouvert. Beaucoup de types de coureurs différents peuvent s'imposer. Les punchers, les baroudeurs, on va dire un peu plus classiques, les coureurs qui ont un gros moteur, mais également, pourquoi pas, des sprinters punchers qui passeraient bien les bosses. Alors dommage pour Guilhermet, notamment, qui aurait pu faire partie de ces coureurs-là. Il est tombé, mais c'est vrai que Van Der Poel aurait pu être performant sur cette étape. Donc c'est très 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 ouvert. Beaucoup de coureurs différents peuvent s'imposer sur ce profil avec également des scénarios différents. Du côté de mes favoris, je vois Romain Grégoire. Je me dis que bon, bah, pour la Groupama FDJ, ça permettrait peut-être un peu de sauver la course. Par contre, la question avec Romain Grégoire, c'est est-ce qu'il n'ira pas se concentrer plutôt sur l'étape de demain avec les Champs-Élysées? C'est une grande interrogation. Je mets Quinn Simmons. Vu les efforts qu'il a fait depuis le début du Tour de France, il mériterait d'en claquer une. Quinn Simmons, pour moi, c'est le combatif de ce Tour. Enfin, c'est l'animateur de ce Tour de France, vraiment. Donc, on verra. Et puis Fred White, le coureur de la Bahreïn, ça correspond bien. Et lui, il a la pointe de vitesse pour pouvoir s'imposer dans un petit groupe. En gros, Scott, je mets Emil Verstrenge, le coureur de Alpecin. Pas forcément très surveillé ce coureur-là, mais en ce moment je trouve qu'il a des très très bonnes jambes. On pourrait également mettre Meurice, aussi du côté d'Alpecin, en gros Scott. Programme télé, départ fictif 12h05. L'étape arrivera tôt, je rappelle encore une fois, pour laisser de la place au Tour de France féminin. L'étape se déroulant après. Le col de la Croix de la Serra, troisième catégorie, à 159 km de l'arrivée entre 12h52 et 12h56. La Chaux du Dombief, le sprint intermédiaire à 112 km de l'arrivée entre 13h50 et 14h. La côte de Thésy à 62 km de l'arrivée entre 14h54 et 15h10. Et l'arrivée qui est prévue entre 16h12 et 16h35. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vers midi, vous allez avoir sur la chaîne la présentation de l'étape du jour du côté du Tour de France Femmes. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.